Cette île fait en effet partie de la longue chaîne montagneuse qui court sous l'océan tout autour du globe, mais qui ici émerge à la surface. L'une des explications pourrait être que l'Islande est située sur un point chaud et qu'un panache de magma remontant du plus profond de la Terre pousse l'île vers le haut. C'est le même principe de formation que les îles hawaïennes. Cette terre de feu et de glace offre l'occasion unique d'admirer un paysage qui est généralement caché par les océans. Ici, on peut vraiment marcher sur le sol océanique. Mais pour parcourir les zones les plus spectaculaires de la dorsale médio-océanique, il nous faut à nouveau vider l'océan de ses eaux. Nous avons abaissé le niveau de la mer de 4500 mètres, ce qui nous permet de découvrir les sommets de la plus longue chaîne montagneuse de la planète. Comparés à ceux de l'Islande, ces reliefs sont beaucoup plus imposants. Ici, la chaîne montagneuse fait plusieurs centaines de kilomètres de large et sur sa crête se trouve une gigantesque vallée. Par endroits, cette vallée est aussi profonde que le Grand Canyon, mais elle est 2 fois plus large. Une longue rangée de volcans se déploie en son centre. Comme en Islande, les 2 côtés de la vallée tectonique s'éloignent l'un de l'autre et ce faisant provoquent des jaillissements de lave qui se solidifient au contact de l'eau pour former un nouveau sol océanique. Voici la naissance d'un nouveau sol. Il s'éloigne lentement d'un côté ou de l'autre des volcans au fur et à mesure que la vallée s'élargit. Ce sol océanique est donc en constant mouvement, partout sur la planète, se déployant à partir de la dorsale médio-océanique. Ici, dans l'Atlantique, ce déplacement n'est pas très rapide. Il est d'environ 2,5 cm par an. Les volcans ont donc tout le temps de créer un paysage accidenté. La dorsale médio-océanique ne forme pas une ligne droite. Par endroits, elle décroche brusquement, souvent sur des centaines de kilomètres, le long de ce que l'on appelle des failles transformantes. À ces endroits, les 2 plaques ne s'éloignent pas l'une de l'autre, mais glissent lentement l'une au-dessus de l'autre, ce qui crée un tout autre type de paysage. Il y a aussi des endroits sur la terre ferme où 2 plaques se chevauchent de la sorte. Le plus célèbre est en Californie. Une petite ville vit à Califourchon sur l'une de ces failles. Nous pouvons donc y observer son influence. Nous sommes à Hollister, en Californie, une petite ville située directement sur la faille de Calaveras. Cette faille est l'une des plus importantes du système de failles de San Andreas, qui marque la frontière entre 2 plaques tectoniques. Ici, la faille de Calaveras a un comportement particulier qui lui vaut le nom de faille à glissement libre. Les failles travaillent de différentes façons. Certaines restent collées entre elles avant de bouger brusquement, et quand elles le font, elles provoquent de violents tremblements de terre. D'autres, comme celle de Calaveras, bougent lentement dans un incessant travail de frottement. On perçoit les effets de ces petits mouvements dans les rues d'Hollister. On peut suivre la faille à la trace dans toute la ville, aux fissures ou aux dépôts que l'on voit sur le bord des trottoirs ou sur les murs des immeubles. Les forces géologiques sont ici en action, même si elles n'ont pas créé de paysages spectaculaires. Plusieurs de ces failles traversent toute la Californie.
La plus célèbre d'entre elles, la faille de San Andreas, a dévasté San Francisco en 1906. Mais même cette faille-là n'est pas toujours évidente à voir. Si vous passez en voiture par ici et que vous regardez le paysage, de chaque côté, vous ne verrez qu'une surface plane. Rien ne laisse deviner que la faille de San Andreas passe ici. Cette clôture a été construite après le grand tremblement de terre de 1906. Et si vous la regardez bien, vous pouvez observer qu'elle penche vers la droite, ce qui indique que la faille travaille toujours. À certains endroits, la faille de San Andreas a un impact plus puissant sur le paysage californien. Elle traverse la vaste plaine Carrizo et a déporté le lit du ruisseau qui y coule. Ce lit était autrefois rectiligne, mais aujourd'hui, il vire à angle droit sur quelques centaines de mètres avant de retrouver son cours originel. C'est une version géante de ce que l'on a pu observer sur les trottoirs et les murs d'Hollister. Sur la plaine Carrizo, les deux plaques ne glissent pas seulement l'une au-dessus de l'autre, elles exercent une poussée de concert. Elles ont ainsi fait naître une longue rangée de collines aux formes arrondies. Sous les flots, ces failles transformantes donnent naissance à des paysages qui n'ont pas leur équivalent sur Terre. Jusqu'à présent, nous avons retiré assez d'eau de l'océan pour découvrir un canyon géant de la taille du Grand Canyon du Colorado au large de la baie de Monterey. Nous avons mis au jour la plus grande montagne du monde, et la crête d'une chaîne de montagnes gigantesques qui fait le tour du monde au centre du bassin océanique. Mais notre voyage ne fait que commencer. Quand nous aurons retiré encore plus d'eau, nous découvrirons le paysage le plus vaste du monde et le point le plus profond de la planète. Mais pour arriver à cet endroit, nous devons poursuivre notre odyssée le long de la dorsale médio-océanique qui court au fond de l'océan Atlantique. La ride ou dorsale médio-océanique décroche parfois brusquement, donnant naissance à une faille transformante. Le plus spectaculaire de ces décrochements est nommé fosse romanche ou zone de fracture romanche. Elle est d'une telle taille que même si l'on retire l'eau de l'océan, il faut l'observer d'avion pour pouvoir vraiment apprécier son échelle. Cette fosse fait 300 km de long, 30 km à son point le plus large et 7 km de profondeur moyenne, soit plus de 4 fois la profondeur du Grand Canyon. La fosse Manche est si profonde que même en abaissant le niveau de la mer de 4500 mètres, il reste toujours de l'eau en son fond. On ne trouve pas de relief comparable sur la terre ferme. En poursuivant notre périple le long de la dorsale médio-océanique, on s'aperçoit que la chaîne montagneuse change d'aspect. Nous arrivons maintenant dans l'océan Pacifique, dans une zone de la dorsale médio-océanique nommée dorsale Est-Pacifique. Elle n'apparaît pas sur la terre ferme comme le fait la dorsale atlantique. Cette chaîne est si large et ses pentes sont si douces que si on les parcourait en voiture, on aurait l'impression de traverser une région aussi plate que le Kansas.
Si la ride médio-océanique est tellement escarpée dans l'Atlantique, pourquoi est-elle aussi plate dans le Pacifique? La dorsale Est-Pacifique grandit beaucoup plus vite que la dorsale Atlantique, jusqu'à 15 cm par an. De grands sommets n'ont pas le temps de se former, ils s'éloignent trop rapidement de l'activité volcanique. Mais cette chaîne montagneuse n'en présente pas moins des paysages très impressionnants. Nous disposons maintenant d'une technologie qui nous permet de visiter de tels lieux, et nos découvertes ont totalement modifié la compréhension que nous avons de notre planète et de la vie même. Ces zones sont si profondes que très peu de sous-marins sont capables de les atteindre. Celui-ci s'appelle Alvin. Il appartient à l'Institut océanographique de Woods Hole. Il peut plonger jusqu'à une profondeur de 4500 mètres. En 1977, lors d'une plongée sur la dorsale médio-océanique, il a fait une découverte étonnante. Le long de la dorsale Est-Pacifique se trouvent des sources chaudes abyssales, des évents hydrothermaux. On ne connaissait même pas leur existence jusqu'à ces dernières décennies. De grandes cheminées crachent de l'eau très chaude, noircie de minéraux, ce qui leur vaut le surnom de fumeurs noirs. Ce sont des endroits difficiles et dangereux d'accès, qui coûtent très cher à explorer. Et malgré la technologie dont nous disposons, nous ne pouvons admirer ces paysages incroyables qu'aussi loin que le permettent les phares des sous-marins. Mais pour quelques zones, on dispose d'assez de données pour reconstituer une cheminée hydrothermale en 3 dimensions. À l'Observatoire terrestre Lamont Doherty, Vicky Ferrini a réuni les mesures les plus précises concernant tous les sites d'évents hydrothermaux. Voici une représentation en 3D de l'une des zones d'évents hydrothermaux. On voit bien les fissures dans le sol océanique. Le degré de précision de ces relevés est impressionnant. La texture bosselée du sol est due à des amas de lave, et on voit bien les cheminées qui poussent entre 2 fissures volcaniques profondes. C'est certainement la meilleure vue qu'on puisse avoir de ces lieux dans les limites actuelles des technologies. Réussir à cartographier des zones situées à de telles profondeurs est déjà un exploit en soi. Mais il existe des endroits plus accessibles sur la terre ferme qui peuvent nous aider à comprendre comment ces structures se sont créées. L'un d'eux est le parc national de Yellowstone. Ce parc est situé au centre du continent nord-américain, mais comme dans le cas de la dorsale océanique, il y a du magma en fusion juste en dessous de sa surface. À Yellowstone, ce magma donne naissance à des mares et des geysers d'eau bouillante.